Et j'irais peut-être dans un premier temps, de façon assez rapide, au-delà de la présentation des exemples en eux-mêmes, des cas, on a parlé de compensation, clairement c'est des phénomènes de compensation. J'aimerais bien que vous en disiez deux mots à quoi ça renvoie. On a de la compensation agricole, la compensation environnementale, enfin, en deux mots, si vous pouviez nous dire un peu dans quel cadre ça se situe, parce que c'est pas forcément évident comme enjeu. Oui, alors le cadre général, Yann Léger l'a planté tout à l'heure. On est sur un département de l'Isère qui est très attractif, qui continue à se développer de manière assez importante malgré le contexte du moment, notamment immobilier. Et on l'a vu, on a à peu près 500 hectares qui chaque année quittent l'agriculture pour partir vers l'urbanisation, sur l'équipement public, la construction et le développement économique. Pour remettre ces surfaces en perspective et leur donner un sens plus concret, 500 hectares, c'est à peu près l'équivalent d'une dizaine d'exploitations laitières en Isère et de 4 à 5 exploitations céréalières. Donc on le voit, on a une incidence de cette urbanisation qui est forte sur l'agriculture, mais qui n'est pas qu'une incidence agricole, puisque bien souvent les espaces agricoles sont aussi des espaces environnementaux à fort enjeu. Et le constat, c'est qu'il y a des nécessités de mieux intégrer ces projets, et pour mieux les intégrer, il faut les compenser. D'un point de vue environnemental, je dirais culturellement, le chemin est déjà pas mal fait, puisqu'on a un certain nombre de principes qui existent, on a des outils qui sont en place. Les principes, c'est d'abord d'éviter de réduire et de compenser. C'est quelque chose qui est acté en matière environnementale, qui est peut-être un peu moins aujourd'hui en matière agricole, donc on a encore un petit cheminement à faire. Et on a des outils qui aujourd'hui en matière environnementale fonctionnent, et fonctionnent pour certains tellement bien qu'on oublie que ce sont des mesures compensatoires. La politique, par exemple, l'espace naturel sensible, qui est porté par le département de l'Isère, où on a nombreux LS qui sont mis en place, c'est en réalité une mesure compensatoire à l'urbanisation, et c'est financé par une taxe sur les permis de construire. En matière environnementale, là où la compensation est plus compliquée, c'est lorsqu'on est sur des projets ponctuels, où on demande au maître d'ouvrage qui va impacter un espace agricole et naturel de contribuer à des actions de restauration. On connaît la règle en matière d'impact sur les zones humides et de ratio 1 sur 2. On a aussi la problématique espèces protégées qu'on connaît, et puis on peut voir la problématique des prairies sèches par exemple, et où finalement l'aménageur va devoir, pour réaliser son projet, mettre en œuvre des actions de restauration de l'environnement. Et souvent la difficulté quand les projets ne sont pas anticipés, c'est que c'est souvent l'opportunité foncière qui déclenche la mesure compensatoire. Et cette problématique, c'est l'opportunité foncière. Ce n'est pas forcément le site le plus adapté de point de vue plus-value environnementale. Et c'est souvent un site qui est support d'activité agricole. On va se retrouver à cumuler sur le même territoire un impact de cet équipement sur l'agriculture et un impact des mesures compensatoires. Et à titre d'illustration, l'exemple de l'île Falcon que Gilles sera présent va vous présenter sur Saint-Barthélemy de Séchilienne, c'est l'exemple entre guillemets réussi d'une mesure compensatoire où on est parti d'équipements qui impactent l'environnement, qui sont des équipements économiques, qui sont des équipements liés à la protection des populations, donc des choses qui sont difficilement évitables, mais qui ont pu être compensées par des actions sur des territoires qui avaient besoin d'être repris en main. Donc je dirais qu'en matière environnementale, la compensation dans les esprits elle est actée. Dans la pratique, il faudra essayer, notamment sur les projets ponctuels, de mieux l'organiser, de mieux l'anticiper. D'un point de vue agricole, on part d'un constat ou d'une culture qui était considérée pendant longtemps que les espaces agricoles finalement étaient, je mets des guillemets à ça, mais étaient un peu infinis. Et finalement, c'était pas très grave si on prélevait 1 hectare par-ci, 2 hectares par-là, puisque de toute façon, il y avait du foncier agricole et il y en aurait toujours. Donc évidemment, avec les travaux qui ont été faits ces 10 dernières années, on a eu une évolution notable. Le guide sur le foncier a permis une prise en considération. Les travaux portés dans les SCOT ont aussi apporté une vraie prise en compte de ces questions-là. Le contexte économique morose a aussi aidé à ce que la consommation d'espace se restreigne, mais malgré tout, on est vers une évolution plus vertueuse quand même. Ceci dit, l'impact agricole de 500 hectares perdus sur l'agriculture n'est pas neutre. On a un impact individuel, on a un impact collectif. L'impact collectif, c'est le fait que 500 hectares qui quittent la ferme d'Isère, c'est 500 hectares de chiffre d'affaires en moins pour l'agriculture iséroise. Et on sait très bien qu'on ne compensera pas ces 500 hectares par du foncier qu'on irait trouver ailleurs. On ne va pas défricher de la forêt, on ne va pas regagner des espaces naturels pour faire l'agriculture. Donc pour compenser cette perte de revenus de l'agriculture, la seule solution, c'est d'aider l'agriculture à développer de la valeur ajoutée. Je pense que c'est un sujet qui sera évoqué cet après-midi en atelier, mais améliorer la rentabilité des exploitations, ça peut être par exemple de favoriser le développement de filières agricoles qui apportent de la plus-value, du type les
semences en matière céréalière. Ça peut être d'aider l'agriculture à plus facilement exploiter les territoires qui restent. C'est une piste qu'on a aujourd'hui en cours de réflexion avec la communauté de communes des Vallons du Guiers sur Aoste. Mais là, on voit bien que finalement, la perte de surface, on la compensera par une aide à l'agriculture à se développer et à mieux produire. Au niveau de l'impact individuel, là, il est plus facile à appréhender. Quand on a un exploitant qui a 50 hectares, on lui prend 5 hectares pour un projet, qui peut être l'équipement public ou l'urbanisation, on lui fait perdre 10% de sa surface, c'est 10% de son chiffre d'affaires, et pour faire simple, c'est 10 à 20% de son revenu qui est mis en difficulté. Si on lui prend 20 hectares, c'est l'exploitation qui elle-même peut être mise en danger. Donc là, pour compenser, on a aujourd'hui deux solutions. La première qui est l'indemnisation, la deuxième qui est de lui trouver du foncier. L'indemnisation, le principe est de considérer que si on fait perdre du revenu à l'exploitant agricole, on compense par une indemnité. C'est les indemnités d'éviction, c'est les indemnités pour perte de primes agricoles, enfin, les protocoles existent qui définissent les règles, mais qui partent du postulat, et pour résumer, mais je pense que Serge Chalier pourrait être plus précis que moi sur ces questions-là, mais qui partent du postulat qu'un agriculteur à qui on va prendre 5 hectares pour un projet, on va compenser pendant quelques années via l'indemnisation la perte de revenus, en considérant qu'au bout de quelques années, il pourra retrouver du foncier ailleurs et retrouver un équilibre. Ce qui est difficile, c'est qu'en Isère, le foncier est très convoité et qu'il n'est pas gagné pour un agriculteur qui perd du foncier d'en retrouver à court ou moyen terme. Donc c'est une solution qui fonctionne quand on a un agriculteur proche de la retraite qui n'a pas de suite à son exploitation et qui va se contenter de l'indemnité, mais c'est une solution qui n'est pas satisfaisante lorsqu'on travaille avec une exploitation qui a une pérennité envisagée sur 10, 15 ou 20 ans, où évidemment la perte de foncier, c'est de la perte de revenus et c'est un petit travail qui sera difficile à redévelopper. Donc là, la solution que l'on peut avoir, et ça suppose d'anticiper, c'est d'avoir une politique de réserve foncière, de veille foncière, qui permet à ce que lorsqu'une collectivité porte un projet, qu'elle anticipe suffisamment tôt pour pouvoir acheter du foncier ou mettre en réserve du foncier agricole autour, de telle sorte que le jour où le projet se met en œuvre, on puisse aller voir l'agriculteur impacté en lui proposant des surfaces de qualité équivalente à proximité qui font qu'on limite l'impact sur l'exploitation. On a des exemples très concrets qui se sont faits ces dernières années dans ce sens-là, donc ce n'est pas quelque chose d'impossible si c'est anticipé. Je peux citer l'exemple de Vienne Aglo avec la zone du Rocher à Estrablin, qui est une zone d'activité qui est envisagée sur à peu près une vingtaine d'hectares. C'est une zone d'activité qui est envisagée depuis peut-être au moins une dizaine d'années pour sa mise en œuvre, et où on a eu, dans le cadre d'un partenariat qu'on avait avec Vienne Aglo, la possibilité de maîtriser 14 hectares à proximité, à l'occasion d'un départ en retraite d'un agriculteur, que l'on a pu mettre en réserve. Donc la SAFER a acheté les terrains, les a mis en réserve, et le jour où le projet a été effectivement mis en œuvre, ces 14 hectares ont pu compenser à 100% l'un des agriculteurs impactés. Je disparais. J'ai plus de piles, je pense que je vais utiliser la batterie. Je ne sais pas si ça fonctionne. Donc ça ne fonctionne plus. Celui-là fonctionne pas. Celui-là fonctionne pas non plus. Bon, c'est la dernière chance qu'il nous reste. Donc, pour reprendre l'exemple de Vienne Aglo, on a pu, du coup, en anticipant le projet, compenser quasiment la totalité des surfaces impactées. Donc, c'est quelque chose de possible. Ça suppose de mettre en face les 12 outils qui existent. Donc, les outils, c'est évidemment les intercos qui ont la compétence, l'aménagement du territoire et le développement éco. C'est la SAFER qui a un droit de préemption et la capacité de maîtriser les surfaces. Et ça peut être des partenaires comme les établissements publics fonciers qui peuvent aussi assurer le relais en termes de portage de réserve foncière. Donc on a une boîte à outils qui est aujourd'hui plutôt bien fournie et l'enjeu c'est vraiment d'organiser tout ça. D'accord, merci. En fait, juste en 2 mots, un des gros enjeux c'est l'équivalence en quelque sorte d'espace financier. C'est-à-dire que comment on trouve un espace qui est équivalent à celui qu'on détruit, comment est-ce qu'on trouve un revenu équivalent à ce qu'on supprime, etc. Dans le mécanisme de compensation, c'est une grande question. Non. Dans le mécanisme de compensation, il va de soi que lorsqu'on impacte des terrains de bonne qualité agronomique, si on veut avoir une compensation qui est réelle, il faut qu'on propose des terrains de qualité équivalente. Et c'est bien clair qu'on ne va pas compenser en proposant des terrains de coteaux à un agriculteur, des parcelles de production céréalière. Donc il y a évidemment une certaine intelligence à mettre dans les compensations qu'on constitue. Mais l'anticipation permet de faire des choses et permet de faire du vrai aménagement de territoire, à savoir concilier le développement économique avec le développement et avec la préservation de l'économie agricole. Merci, je vais tout de suite. Alors, il refonctionne celui-là, donc je vais passer tout de suite, ce sera plus simple. Donc je passe la parole à, je sais pas, vous prenez
Comme vous voulez. Pierre-Loup, on va commencer. Allez-y, vous pouvez nous présenter. Je pense qu'il y avait Gabriel pour faire passer le PowerPoint. Oui, alors, je vais passer le PowerPoint, vous adaptez. Merci. Voilà. Le syndicat de la Haute-Bourbe est situé proche de près de Pirieux, tout près d'ici, regroupe 17 communes pour l'eau et 14 communes pour l'assainissement. Parmi les ressources en eau du syndicat, il y a 2 captages qui sont prioritaires, c'est-à-dire dont la qualité de l'eau est une préoccupation, même si cette qualité est bonne depuis maintenant des années, et ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont des bassins versants assez contraints, avec des exploitations agricoles en nombre, et avec l'objectif de pérenniser cette qualité de l'eau dans le temps. Notre engagement en matière foncière, il fait suite à une prise de conscience, c'est la limite des mesures agro-environnementales. Nous avons dans le passé, sur plusieurs captages, mis en place avec les agriculteurs des mesures agro-environnementales, des crédits d'État complétés par le budget du syndicat pour dédommager les agriculteurs qui acceptaient de modifier leurs pratiques culturales. Le problème, c'est qu'au bout de 5 ou 6 ans, lorsque les effets commencent à se faire sentir sur la qualité de l'eau, les crédits s'arrêtent et nous perdons toute crédibilité. Donc nous avons imaginé, au niveau de l'exécutif du syndicat, proposer aux délégués syndicaux une implication plus directe et l'hypothèse d'acquérir du foncier, soit acquérir du foncier à proximité des captages pour que, devenant propriété du syndicat, ils soient ensuite entretenus sous la forme de bails environnementaux, soit acquérir des parcelles dans le bassin versant, mais plus éloignées des périmètres stratégiques, à utiliser comme monnaie d'échange avec les agriculteurs qui ont des parcelles à proximité des captages. Donc l'idée a fait son chemin, et n'est pas complètement évidente. D'abord, pour certains délégués syndicaux, il y avait la question, est-ce que c'est l'objet, la vocation du syndicat de devenir propriétaire? Ensuite, les délégués issus du monde agricole n'étaient pas non plus spontanément enclins à dire oui sur un territoire comme d'autres où le foncier agricole est très prisé. Malgré tout, nous avons commencé à nous préparer à l'hypothèse de réaliser une opération. Et ensuite, on a eu un élément essentiel, et alors je le dis chaque fois, c'est fondamental, c'est l'appui de l'agence de l'eau, qui peut, pour les acquisitions et pour l'ensemble des frais liés à ces acquisitions, accompagner le syndicat avec une subvention de 80%. Il est clair que c'est un élément déterminant dans l'engagement des élus. Ensuite, il y a eu l'opportunité, à savoir, de manière presque fortuite, une rencontre avec un couple d'agriculteurs qui envisageait de partir en retraite et qui allait céder 21 hectares de terre, pas de bâti, mais 21 hectares. Et après 2 séances de discussion avec ce couple, sensible à la qualité de l'eau, et leur surface de 21 hectares était bien située, pour une partie dans les périmètres stratégiques, pour une autre partie dans le bassin versant, mais plus éloigné des périmètres stratégiques. Le couple a accepté, on s'est accordé sur le montant d'achat, a accepté de signer une promesse de vente en faveur du syndicat pour les 21 hectares. Tout ça s'est fait discrètement, ce qui a été beaucoup reproché, parce que, bien entendu, lorsque l'on a publié l'information, les agriculteurs locaux, notamment jeunes agriculteurs, étaient furieux, ils avaient le sentiment d'être trahis. Et puis j'ai eu droit aussi à une réprimande de la SAFER, parce que j'avais signé une promesse de vente à un montant qui paraissait élevé, mais qui finalement, lorsque la SAFER a décortiqué le prix d'achat et les indemnités, s'est avéré un prix tout à fait respectable. Donc une fois cette méthode un petit peu à la hussarde engagée, la SAFER a fait un très bon et très gros travail, c'est-à-dire qu'on a confié à la SAFER le soin de mettre en musique la chose, et la SAFER a réuni les agriculteurs, et au bout de quelques mois, nous avons eu des résultats qui allaient au-delà
des hypothèses les plus optimistes. C'est-à-dire que d'une part, les agriculteurs se sont accordés unanimement pour les échanges. Deuxièmement, ils se sont accordés pour savoir qui allait prendre en charge les baux environnementaux. Et troisièmement, ils sont allés même plus loin, comme un des enjeux consistait à convertir des parcelles qui étaient utilisées pour les céréales, convertir en herbes. Ils ont eux-mêmes, les agriculteurs, proposé que sur leur propre parcelle, une partie des surfaces consacrées aux céréales deviennent durablement des surfaces en herbe. Et nous avons pu pérenniser 30 hectares de surface en herbe, transformer, convertir 20 hectares de surface céréalière en surface en herbe, donc au total 50 hectares, sur un bassin versant de 110 hectares, dont 80-90 consacrés à l'agriculture. Et nous avons signé l'ensemble de ces accords, les échanges et tout, au cours de l'année 2012, à la satisfaction générale. Et là, vraiment, je trouve que l'aboutissement est tout à fait exceptionnel. Pendant quelques mois, j'ai pensé que la situation, l'esprit des agriculteurs locaux expliquait notre réussite et que l'on ne pourrait malheureusement pas reproduire la même chose sur le deuxième captage. Et peu à peu, les choses ont évolué. Sur ce deuxième captage, on a réalisé aussi une opération, toujours avec la SAFER, plus modeste pour commencer sur 7 hectares, mais tout prochainement, la SAFER doit acquérir une surface complémentaire qui est en train de se libérer. La SAFER a en charge la veille foncière sur, non pas seulement les 2 captages, mais sur 5-6 communes, de manière à pouvoir saisir les opportunités et faire les échanges. Et il me semble qu'on peut imaginer, dans les prochaines années, de conforter, aussi bien sur le captage de Virieu que sur le captage de Répère-à-Doissin, conforter l'emprise foncière et l'engagement de la profession agricole. Conclusion, pour moi, l'opération peut être reproduite ailleurs, avec une volonté forte des élus, parce que s'il n'y a pas une forte volonté, les aléas mettent en cause la démarche. La condition essentielle, c'est le subventionnement à 80% de l'agence de l'eau. L'opérateur, il est là, c'est la SAFER, reconnu, fiable et ne demandant qu'à bien travailler avec la profession. Et le dernier élément, c'est la profession agricole. Moi, je trouve qu'il y a une formidable évolution par rapport à ces thématiques de protection de la qualité de l'eau. Et les agriculteurs chez nous, ils sont venus nos partenaires. On fait cause commune et on doit gagner ensemble. Voilà, donc c'est pour moi aujourd'hui un premier bilan très positif et qui demain peut, de manière peut-être plus en douceur, sur des petites acquisitions, être durablement un engagement fructueux. Merci beaucoup pour cette présentation qui, pour le coup, est condensée en temps, c'est parfait. Et donc, ce que je propose, c'est d'enchaîner directement avec Gilles Strapazon sur l'exemple de Saint-Barthélemy de Séchilienne, qui est différent. Et puis, on va ensuite discuter. Et s'il y a des questions, personne ne répondra. Voilà. Quelques mots tout d'abord pour présenter ma commune, qui est une commune de montagne, puisqu'elle s'échelonne d'environ 350 mètres d'altitude à un peu plus de 2000 mètres, avec 2 hameaux à plus de 1000 mètres d'altitude, distants par la route d'une vingtaine de kilomètres. Donc nous sommes véritablement en zone de montagne, avec tout ce que cela peut signifier. Ma commune comptait 735 habitants à la fin des années 80. Elle avait connu un très très fort développement, notamment dans la plaine de l'île Falcon, cette plaine qui est une plaine alluvionnaire de la Romanche, qui s'étire sur un petit peu plus de 2 km de long et au point le plus large 800 mètres, comptait une dizaine de corps de ferme et a vu sa population croître en l'espace d'une dizaine d'années jusqu'à 94 maisons. Ce hameau, nous avions dû l'équiper, école, annexe mairie, bibliothèque, etc., pour répondre aux demandes des habitants. Et puis, dans le milieu des années 80, la falaise des ruines de Séchilienne, qui est une falaise qui domine ce hameau, a
a montré des signes de dégradation. Les pouvoirs publics s'en sont saisis. Tout cela a abouti, après une longue, lourde et extrêmement douloureuse procédure, à l'expropriation de l'intégralité du hameau par arrêté interministériel qui a été prononcé le 31 mai 1997. Dès lors, s'est posé pour notre commune qui perdait le tiers de sa population, le tiers de ses ressources fiscales. Dès lors, s'est posé la question du remploi de cette plaine. Alors, nous avons engagé un plan de redynamisation avec l'aide des pouvoirs publics, je pense particulièrement les services de l'État et le Conseil général de l'Isère, avec 3 grands axes. D'abord, il fallait reconstruire l'école, un minimum d'équipements publics sur le village, sur la base d'un marché d'études de définition qui a été réalisé par le CAUE. Et puis, il fallait doter ma commune qui obéissait au règlement national d'urbanisme, avec tout ce que cela signifie en termes de développement un peu anarchique, notamment dans la plaine de l'île de Falcon. Nous avons engagé toutes les démarches pour à la fois doter notre commune des documents de planification nécessaires, mais en même temps des réseaux structurants pour pouvoir permettre un redéveloppement normal. Et puis très rapidement s'est posé la question de l'avenir de cette plaine de l'île de Falcon qui fait de l'ordre de 180 hectares. Et l'expropriation a pris beaucoup de temps pour des raisons diverses et variées, non pas que les habitants ne voulaient pas partir, mais les habitants, dans la majeure partie des cas, ne pouvaient pas partir. Parce que les évaluations, parce que, etc., etc. Et puis aussi des problèmes de succession qui se sont posés. Les dernières familles sont parties, il a fallu 14 ans. Les dernières familles sont parties au mois de juin 2011. Mais il n'empêche, au fur et à mesure que les familles partaient, nous voyons arriver les dépôts de toute nature dans cette plaine. Et puis nous voyons arriver aussi de mauvaises fréquentations. On a eu 2 rêves partis, par exemple, assez fracassantes. Bon. Et le conseil municipal a été amené à réfléchir sur l'avenir de cette plaine. Et l'avenir dans un secteur où tous les terrains, à quelques exceptions près, sont propriété de l'État, puisque la loi Barnier qui s'est appliquée chez nous, c'est un mécanisme qui prévoit que le 1% au titre des catastrophes naturelles vient alimenter un fonds géré par l'État, et l'État a racheté les biens. Les biens étaient aussitôt démolis pour éviter les squats et les mauvaises utilisations. Et nous nous trouvions avec une plaine où il ne restait que quelques murs de clôture, des troènes, et autres plantes qui n'avaient rien à faire ici. Et donc, avec le conseil municipal, nous avions réfléchi à un remploi de cette plaine, tourné autour de l'eau, oui, autour peut-être de la forêt, enfin voilà, avec de vraies difficultés sur une utilisation qui permettent d'éviter toutes les dérives qu'on peut imaginer dans une plaine qui est située à une huitaine de kilomètres au sud de Vizy. Et la première approche nouvelle qui est apparue, alors ça peut paraître un peu singulier, mais c'est une demande qui avait été faite, nous en avions parlé effectivement au Conseil général, pour appliquer ici des mesures compensatoires en faveur du projet Center Park. Donc une étude environnementale avait été réalisée, et alors sauf à penser que le bassin versant considéré c'était celui du Rhône, nous étions manifestement trop loin pour pouvoir recevoir ces mesures compensatoires environnementales. Et puis, ça a fait naître quelques autres idées, et notamment pour des mesures compensatoires environnementales en faveur du dernier grand projet hydroélectrique en France, le projet Gavet, qui consiste à remplacer 6 usines dans la vallée de la Romanche, à quelques hectomètres de cette plaine, par une seule nouvelle grande usine, plus performante. Et là,
du coup, nous avons bien travaillé avec les responsables d'EDF pour pouvoir appliquer sur cette plaine des mesures compensatoires qui étaient nécessaires à la construction de cette nouvelle centrale. Et puis, dans la vallée de la Romanche, il y a aussi le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, qui est une émanation du Conseil général de l'Isère, qui réalise des ouvrages de protection hydraulique pour permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens situés en aval. Visil, les plateformes industrielles de Jarry et Pontlay et au-delà. Et là aussi, il était nécessaire d'appliquer des mesures compensatoires pour la réalisation d'ouvrages de protection. Et enfin, le département de l'Isère, qui renforce la desserte routière en direction de Loisan, comme ça, Loisan, c'est la moitié du chiffre d'affaires touristique du département de l'Isère. Donc c'est un massif extrêmement important. C'est pas loin de 100 000 lits touristiques, donc c'est nécessaire de développer une liaison routière sûre et puis qui permette une certaine fluidité du trafic. Et là encore, pour les aménagements routiers, il était nécessaire pour le département de trouver des mesures compensatoires. Et il y avait, ça tombait bien, la plaine de l'île de Falcon qui était toute disponible pour accueillir ces mesures. Sauf que les terrains sont propriétaires de l'État. Et il a fallu toute l'imagination, toute la compétence de la SAFER. Et alors, je voudrais vraiment, et je le dis du fond du cœur, chaleureusement remercier Nicolas, qui a été mon adjoint pendant 2 mandats à Saint-Barthélemy. Et je vous assure que d'avoir un adjoint bien placé à la SAFER dans une commune, ça aide particulièrement. Et donc là, nous avons trouvé des mécanismes qui ont permis de faire en sorte d'appliquer des mesures compensatoires environnementales sur la plaine de l'île de Falcon pour pouvoir permettre à la fois de réaliser ce grand chantier hydraulique gavé, il y a un prépassage au CNPN, etc., pour les aménagements routiers et puis pour les aménagements hydrauliques. Alors aujourd'hui, c'est une formidable chance pour notre commune, pour la plaine, pour tous les aménageurs et puis plus largement pour la population du sud du département, parce qu'il y a là une plaine très grande, très belle, qui, avec ces mesures compensatoires environnementales, réussit 3 paris. Le premier, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui sont situés en aval. Le deuxième, c'est d'assurer la préservation de la faune et de la flore. Et nous avons ici forêt alluviale, zone humide, pelouse sèche, avec un suivi environnemental et un plan de gestion pour une durée de 15 ans avec le conservatoire à venir. Et enfin, la plaine de l'île de Falcon est située sur les périmètres éloignés, rapprochés et immédiats du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise qui alimente aujourd'hui 220 000 personnes. Et donc, avec l'ensemble de ces mesures environnementales, nous pouvons aussi garantir une eau naturellement pure pour l'agglomération grenobloise. Et puis, parce qu'il faut assurer la maintenance et l'entretien de cet espace-là, eh bien, un conventionnement a été trouvé avec un agriculteur de Cholonge qui laisse pratiquement, pas à l'année parce qu'on a de la neige, mais les 2 tiers de l'année qui laisse paître une 50aine de génisses. Et c'est comme ça que nous assurons aujourd'hui l'entretien de cet espace, sans plus aucune maison, mais aussi sans plus aucune plante invasive, avec un formidable espace qui est aujourd'hui protégé grâce à ce long cheminement, ce long travail, et surtout toute la patience et toute la force de conviction de mon conseil municipal, mais aussi et surtout de la SAFER.